Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire sur le pilotage de l'irrigation. Je suis Jacqueline, je travaille chez Winat et je vais vous présenter notre programme du jour avant de laisser nos experts vous présenter ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, pour que vous puissiez en profiter pleinement, sachez que le webinaire va donc durer environ 1 heure, qui sera enregistré pour qu'on puisse vous faire parvenir un replay à la fin. Vous pouvez poser toutes vos questions et on essayera d'y répondre à la fin. Si toutefois on n'avait pas assez de temps, on reste évidemment disponible pour en parler de vive voix et évoquer ensemble les problématiques qui vous sont propres. Le webinaire va se dérouler en 3 étapes. On va commencer par revenir sur les problématiques en tant qu'irrigant, avec les fameuses questions de quand apporter de l'eau et surtout combien en apporter. On parlera aussi ensuite de l'adaptation de l'irrigation, avant de finir sur les moyens d'avoir une meilleure connaissance de l'eau disponible pour les cultures. Pour vous présenter tout ça, aujourd'hui, notre équipe se compose de Romain Vallée, qui est docteur en géosciences et responsable service chez Winat, Pierre-Henri Guiral, qui est agronome et chargé d'affaires dans le Sud-Est, et moi-même, Jacqueline Demaillet, et je suis dans l'équipe marketing. Je vais donc d'abord laisser Pierre-Henri vous présenter Winat avant d'entrer dans le vif du sujet. Hop, ça marche. Alors, bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous présenter d'abord un peu Winat. Donc c'est créé en 2014 par Jérôme Leroy. Winat a germé d'une question qui devient cruciale, hein, comment permettre aux agriculteurs de s'adapter durablement. Et donc c'est en 2015 qu'a été développé le premier tensiomètre connecté à une application pour accompagner dans le pilotage de l'irrigation. Ensuite, en 2021, Winat s'est rapproché de Weather Measure, qui permet de combiner finalement une partie capteur, Winat était une partie capteur, avec de la donnée météorologique spatialisée pour offrir une solution unique en Europe, complète entre capteurs et données météo. 2023, nous avons lancé un projet d'innovation important qui s'appelle Soil Vision. Ce nouveau service permet finalement de mieux gérer, demain permettra de mieux gérer pour anticiper les dérèglements climatiques et optimiser la gestion de l'eau. On va coupler différentes sources de données, des données de capteurs, des données de sol, des données satellites, tout ça couplé avec de l'intelligence artificielle pour améliorer justement la gestion de l'eau. Aujourd'hui, Winat, en quelques chiffres, donc il y a plus de 40 000 capteurs qui ont été développés partout en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne, Portugal, Pologne et Italie. On est plus de 70 collaborateurs maintenant et on traite à peu près environ 1 milliard de données par jour. Toutes ces données, c'est bien beau, c'est de la connaissance de nos équipes, mais il y a bien une donnée que nous ne maîtrisons toujours pas, c'est la météo. Et je vais laisser la main à Romain qui va enchaîner. Merci Pierre-Henri et bonjour à tous. En effet, la météo d'une année sur l'autre, elle est très changeante et même si 2024 a été une année globalement à l'échelle nationale très pluvieuse, il ne faut pas oublier que même une année comme ça, on peut piloter l'irrigation et surtout que les années précédentes, 2023 et encore plus 2022, étaient marquées par des déficits pluviométriques importants. Là, je vous parlais d'une vision globale à l'échelle nationale et ce qu'on voit sur la carte. Mais au cours d'une saison, au niveau régional, on peut avoir des grandes disparités. Et entre autres, par exemple, sur le sud de la France, et entre autres l'arc méditerranéen, particulièrement dans les Pyrénées-Orientales, l'Aube ou l'Ariège, on a eu des déficits hydriques même en 2024. Au sein d'une même saison, on peut aussi avoir des déficits hydriques au cours de la saison, c'est-à-dire des moments où on ne va pas avoir de pluie pendant 1 mois, 2 mois, et c'est là qu'il va falloir aller piloter l'irrigation. À titre d'exemple, mais encore une fois à l'inverse,
en septembre 2024, on a eu au niveau national, en fait, le cumul de pluie plus important depuis les 30 dernières années, avec un excédentaire pluviométrique de plus de 60%. Et donc, l'eau, la météo, ça va jouer bien évidemment et ça va impacter sur les résultats techniques et économiques en fin de saison, donc les rendements, mais aussi le développement des maladies et les risques qu'on peut avoir sur les différentes cultures. Et donc, l'irrigation, le pilotage de l'irrigation, c'est un des leviers qui va permettre de limiter ces événements climatiques. Et donc, on a différentes façons d'apporter l'eau sur la parcelle. Et là, je vais laisser la main à Pierre-Henri. Ça marche, merci. Donc effectivement, il y a 4 grands systèmes d'irrigation qui sont le goutte à goutte, le pivot, l'enrouleur et la couverture intégrale, ce qui permet d'apporter l'eau aux différentes cultures. Et ensuite, côté sol, Romain, qu'est-ce qu'il en est? Oui, alors en effet, quand on veut commencer à piloter l'irrigation, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai en dessous de mes pieds dans ma parcelle? Et donc, c'est le sol. Ici, moi, je vous présente une petite, enfin une slide qui vous représente ce qu'est l'eau dans le sol. Et donc, c'est un regard pédologique, c'est pas un regard de culture. Donc, on a différentes eaux dans le sol. Au début, si je prends sur la gauche, non, pardon, la droite du graphique, on a l'eau excédentaire, c'est-à-dire que mon sol est gorgé d'eau et toute cette eau ne va pas être retenue par le sol et après disponible par la pluie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'eau gravitaire, l'eau de ressuyage ou l'eau de drainage. Et jusqu'à une certaine valeur, on va arriver sur la capacité au champ. Donc à ce moment-là, capacité au champ, c'est-à-dire que toute l'eau qui est dans le sol est retenue par le sol et est disponible par la plante. Si je continue ma courbe, mon sol se dessèche, je vais arriver à un point où l'eau qu'il reste dans le sol n'est pas disponible pour la plante. Pourquoi? Parce que simplement, l'eau, elle est tellement liée au sol que la plante n'a pas les ressources et les capacités d'extraire l'eau de ce sol. Et donc, la réserve utile maximale, celle que le sol peut contenir et peut rendre disponible à la plante, se situe bien évidemment dans cette zone-là. Et c'est cette zone-là qui va nous intéresser quand on fait du pilotage irrigation. Et donc, l'objectif du pilotage irrigation, c'est apporter au bon endroit, quand entre autres j'ai plusieurs parcelles, choisir une parcelle par rapport à une autre, et c'est apporter au bon moment. Le bon moment, ce n'est pas qu'une approche pédologique, c'est aussi une approche culture, parce que vous le savez, les besoins en eau ne sont pas forcément les mêmes en fonction du moment et de la période de la culture. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est maintenir le potentiel de production, que ça soit en termes de quantité, le rendement, et ça c'est quelque chose qu'on a souvent, mais aussi en termes de qualité, derrière qualité du produit, qualité organoleptique par exemple pour un vin, mais aussi qualité de conservation pour des fruits et des légumes. Ce tableau met en avant justement les objectifs qu'on peut avoir pour le pilotage d'irrigation. Donc, par exemple, ici, sur du maïs, le pilotage de l'irrigation va jouer entre autres sur 2 grands facteurs qui vont être j'économise de l'eau et j'optimise mes tours d'eau, et aussi j'optimise mon rendement. Optimiser, ce n'est pas forcément des gains, c'est aussi maintenir d'une année sur l'autre le rendement. Alors que pour d'autres cultures, potentiellement, on va jouer sur d'autres paramètres, comme la qualité du produit, ce que je disais, ou comme la capacité ou la facilité de conservation du produit. Exemple de pilotage d'irrigation, donc ça, c'est des essais qui ont été faits par Arvalis en maïs, où l'objectif de cette étude était de montrer l'impact du pilotage de l'irrigation, donc c'est-à-dire d'une action qui permet, un levier qui permet de limiter l'effet climatique, l'effet météorologique, le déficit hydrique, sur, au final, l'objectif qui est le rendement. Et donc, dans ce graphique, on peut voir que des années sèches comme des années humides comme 2007 ou des années beaucoup plus sèches comme 2009 ou 2011, pour des quantités d'eau très différentes, il y a un facteur 3 quand même entre l'eau apportée, on a en vert, vous voyez, des résultats économiques et techniques qui sont globalement les mêmes. Donc, c'est-à-dire que grâce à l'irrigation, on a pu maintenir la qualité de l'irrigation, la qualité de rendement, la quantité de rendement. Pierre-Henri, je te laisse nous parler justement de ces enjeux et les questions qu'il faut bien se poser pour piloter l'irrigation. C'est ça, exactement.
on nous pose souvent la question quand déclencher, quand reprendre l'irrigation après une pluie, quand arrêter. Voilà, ça, c'est des questions qui sont. Aujourd'hui, on a compris que le pilotage de l'irrigation était important, mais après, bon, ben, ça nous laisse quand même pas mal de questions. Quand aussi adapter, comment adapter le rythme des irrigations selon le cycle, la période, quelle quantité d'eau apporter aux cultures, est-ce que j'en apporte trop, pas assez, et comment ajuster l'irrigation pour garantir, on a vu que ça impactait aussi la qualité. Donc, on va répondre à ces questions grâce à des outils. Notamment, on va vous présenter différents outils Winat qui vont permettre de répondre à ces questions, notamment avec 2 catégories, des capteurs sol. Donc, on va vous présenter des sondes capacitives connectées, des tensiomètres, la sonde de fertirrigation. Et de notre côté, on va aussi vous présenter le bilan hydrique Irelis, un OAD qui a été développé par Arvalis et qui est intégré à l'application Winat. Qu'on pilote finalement avec des capteurs ou avec un bilan hydrique, il faut quand même prendre en compte l'eau accessible par la plante. Est-ce que l'eau est accessible par la plante? Et ça, on va le voir tout de suite après avec Romain. Hop, je te passe la main. Merci Pierre-Henri. Donc, en effet, tout à l'heure, je vous parlais de l'eau disponible, l'eau disponible au niveau pédologique. Donc, c'est la quantité d'eau qui est stockée dans le sol. Mais à un instant T, en fonction du développement de la culture, cette eau, elle n'est pas forcément disponible pour la culture. Et c'est bien l'objectif qu'on doit se donner, c'est bien connaître l'eau disponible à un instant T pour la culture pour pouvoir piloter l'irrigation. Ce que vous voyez à gauche, c'est par exemple lors d'un semis ou d'une plantation sur une culture annuelle qui est faiblement développée, donc à la fois partie aérienne, aussi partie souterraine, les racines. Bien évidemment, le volume d'eau disponible va être plus faible que quand le développement racinaire est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que tout simplement, les racines vont pénétrer en profondeur dans le sol. Et donc, la réserve utile qu'elle peut voir, la quantité d'eau qui est disponible pour elle, est d'autant plus grande. Et donc ça, c'est des approches qu'il faut avoir en tête ou qui sont intégrées dans des bilans hydriques. C'est-à-dire que le réservoir utile maximal pour la plante est disponible, va évoluer au cours de la saison, encore une fois, essentiellement pour des cultures annuelles. Pierre-Henri, je te laisse nous parler justement d'un bilan hydrique. Merci. Donc, le bilan hydrique Irelis, qui a été développé par Arvalis, il est intégré directement dans l'application Winat, comme je vous ai dit, et il va être disponible sur différentes cultures. Il va être disponible sur maïs grain, maïs semence, maïs doux et maïs fourrage, blé tendre, blé dur, soja, sorgho, pommes de terre, haricots verts, épinards. Voilà. Donc, ce bilan hydrique qui a été développé, il a été construit. L'objectif d'un bilan hydrique, c'est de prendre les entrées d'eau par les pluies, les irrigations. On va retirer en sortie la consommation de la plante en fonction de son stade. Et ce qu'on va devoir bien paramétrer au départ, c'est le type de sol et c'est la réserve en eau du sol. Donc, comment fonctionne un bilan hydrique? En fait, on va suivre tout au long de la saison, tout au long du stade de la culture. Si vous voyez bien mon curseur, vous allez suivre la réserve en temps réel, finalement, la réserve en eau de votre sol. La zone verte en dessous, c'est exactement ce que présentait Romain juste avant. En fait, finalement, c'est la disponibilité en eau pour la plante, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est où la plante que la plante peut aller chercher, pardon. Donc, au fur et à mesure de la saison, on va voir finalement la ligne de notre réserve qui va évoluer en fonction des consommations et des pluies et des irrigations qui vont la recharger. L'objectif est bien sûr de rester dans la zone de confort pour maximiser le rendement. Donc, il faut éviter de tomber dans la réserve de survie en rouge qui pénaliserait finalement la culture. Au milieu, vous allez voir une période de très grande sensibilité. Alors, en fonction des cultures, ça va arriver à différents stades, notamment le maïs. On sait qu'il a une période de grande sensibilité et l'objectif, c'est de
de rester au maximum dans la zone verte, dans le confort, pour pouvoir éviter d'avoir trop gros impact en venir sur la culture, sur le rendement de cette culture-là. Donc au final, un agriculteur, il va devoir rentrer régulièrement ses irrigations, après avoir bien paramétré sa culture, son bilan hydrique, c'est-à-dire rentrer son précédent, rentrer s'il a été irrigué, rentrer toutes les informations sur la variété aussi, que ce soit du maïs, du blé, etc. Il va pour rentrer sa variété, pour connaître un peu finalement la précocité de sa culture, et il va pouvoir suivre sa réserve pour éviter de rentrer en stress et finalement, très simplement, en rentrant ses irrigations, pouvoir savoir où il en est. L'avantage, c'est qu'on a aussi la prévision, la J+6, qui fait une prévision de l'évolution finalement de la réserve dans les prochains jours, de savoir dans combien de jours l'agriculteur va rentrer en vigilance, c'est-à-dire dans la réserve dans la réserve de survie. Donc, il va pouvoir adapter s'il peut raccourcir un peu ses tours d'eau. Voilà. Généralement, vous pouvez l'ouvrir sur différentes cultures. Vous pouvez l'ouvrir à la fois sur du blé, à la fois sur du maïs, ce qui permet d'avoir pas mal de cultures qui sont prises en compte dans ce bilan hydrique. Voilà, je pense avoir fait le tour du bilan hydrique. Il est disponible, comme je vous disais, sur l'application Winat et vous pouvez l'activer à tout moment. On passe au côté sondes, donc sondes connectées qui vont être utilisées aussi pour bien accompagner, pour bien piloter l'irrigation. Donc ça permet de suivre réellement ce qui se passe dans le sol, dans la culture. Il y a plusieurs outils qui permettent finalement de connaître l'état hydrique des sols pour accompagner le pilotage de l'irrigation. Les différents outils vont être en fonction du contexte, de votre culture, de vos attentes, des attentes de l'agriculteur, du producteur, de la culture, je l'ai dit, le type de sol aussi, je l'ai dit, et en fonction des objectifs technico-économiques de l'agriculteur. Donc, on va avoir différents types de sondes. On va avoir des tensiomètres connectés, des sondes capacitives et la dernière développée par Winat, la sonde de fertilisation. Donc l'intérêt, c'est vraiment de proposer une gamme large d'outils qui vont permettre de répondre en fonction du contexte, en fonction des agriculteurs, et de pouvoir à chaque situation s'adapter et de conseiller l'agriculteur dans son choix. Donc, je vais commencer par la sonde capacitive. Alors, la sonde capacitive, c'est une technologie qui est assez récente. Ça a une quinzaine, vingtaine d'années. Donc, ça permet de mesurer, on va dire, le pourcentage d'eau dans le sol à différentes profondeurs. Ça renvoie un champ électromagnétique. Donc, moi, j'appelle ça souvent une sorte de scanner qu'on va mettre dans le sol, qu'on va laisser dans le sol, qui va permettre d'analyser à différentes profondeurs en fonction de la taille de la sonde capacitive, donc soit 30, soit 60, donc à différentes profondeurs, la quantité d'eau dans le sol, c'est-à-dire en pourcentage, et la température. Les données vont être transmises directement sur l'application Winat toutes les 30 minutes. Alors, les capteurs Winat, on passe par des réseaux bas débit qui vont être différents types de réseaux, comme LoRa ou Sigfox. Et vous allez pouvoir l'installer dans les différentes parcelles et les données vont être transmises directement sur les serveurs Winat et sur votre application. 2 tailles sont disponibles et vous allez avoir soit 3, soit 6 horizons. Sur l'application Winat, vous allez avoir les résultats en temps réel des différents horizons pour pouvoir finalement suivre la dynamique de l'eau dans votre sol. Vous allez voir directement l'impact d'une pluie, d'une irrigation sur les différents horizons, les différentes profondeurs. C'est une sonde capacitive, c'est technologique, ça permet vraiment de pouvoir suivre, de pouvoir voir en fonction
de la quantité d'eau que vous apportez, sur quel horizon ça va impacter. Derrière, il y a l'application aussi là pour vous accompagner dans votre stratégie d'irrigation. Donc, vous allez pouvoir paramétrer des seuils qui sont prédéfinis en fonction de votre type de sol. Vous rentrez votre sonde capacitive dans l'application, vous définissez votre parcelle, votre culture, votre type de sol. On va vous proposer des différents seuils qui vont être paramétrables, possibilité d'être affinés en fonction de votre situation, de votre contexte. Et vous allez avoir une lecture finalement en fonction des seuils, savoir si vous êtes en saturation, si vous êtes en confort, en vigilance ou en stress. Donc vous allez pouvoir piloter votre irrigation grâce à ces sondes. Des alertes sont disponibles aussi qui vont vous permettre d'être alerté quand vous changez de seuil. Si vous passez si vous tombez en vigilance, par exemple, vous allez pouvoir être alerté et de pouvoir réajuster votre stratégie d'irrigation. Je laisse Romain vous présenter un exemple d'utilisation de sonde capacitive. À toi, Romain. Ok, merci Pierre-Henri. Alors, ce que disait Pierre-Henri tout à l'heure, c'était que ce qui était intéressant dans les sondes capacitives, c'était qu'on puisse voir la dynamique de l'eau. En introduction, moi, je vous ai parlé des différents types d'eau, l'eau gravitaire, l'eau de la réserve utile, et puis après, l'eau non disponible pour la plante. C'est ce qu'on va voir en fait dans une sonde capacitive. Et si on reprend l'exemple qu'on vous a donné, donc pour recontextualiser, là, on se situe dans la Drôme sur un sol limoneux-sableux, en aspersion de l'enrouleur et sur une culture de soja. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est cette première chose. Donc après des pluies importantes de plus d'une quarantaine de millimètres, ce qu'on peut voir ici, c'est que toutes les courbes, que ce soit à 20, à 30 ou à 10, à 20 ou à 30 cm, elles sont remontées très très haut. Donc ça veut dire que là, l'impact de ces 40 mm de pluie est allé jusqu'à 30 cm et on peut même dire au-delà, puisque vous voyez ici, juste dans ces zones-là, qui est en bleu, les courbes sont montées très vite après la pluie et sont redescendues tout aussi vite. Typiquement, ce comportement de courbe correspond à de l'eau gravitaire. C'est-à-dire que l'eau a traversé l'horizon 10 cm, 20 cm, 30 cm et est allée plus loin dans le sol. Deuxième temps, dans cette courbe, vous voyez ici une consommation linéaire, entre autres sur les premiers horizons 10 et 20 cm. Et vous voyez ensuite une consommation qui diminue. C'est-à-dire que la courbe avance de moins en moins vite, diminue de moins en moins vite. Typiquement, on est ici dans une situation où on va avoir un léger stress hydrique, entre autres sur les premiers centimètres de sol. Ici, l'agriculteur a attendu pour faire son tour d'eau, puisque à 30 cm, on avait encore une consommation légèrement linéaire. Et vous voyez, autre bon pilotage de l'agriculteur dans cette situation, c'est que lui, son objectif était de réhumecter et d'apporter de l'eau sur les 30 premiers centimètres, mais pas au-delà. Et donc, vous voyez que suite à son tour d'eau, il est remonté juste au niveau de la valeur de capacité au champ, donc qui est matérialisée, comme le disait Pierre-Henri, dans notre application par un changement de couleur du bleu au vert. Donc là, on a un seuil. Et vous voyez que le deuxième irrigation, il a fait la même chose. Troisième irrigation, il est monté un petit peu plus haut, mais très, très légèrement. Donc là, on est vraiment dans des situations où l'agriculteur va apporter la juste quantité pour réhumecter les 30 premiers centimètres. Si on continue un petit peu la saison, on voit qu'on a eu des pluies plus ou moins importantes, d'une vingtaine de centimètres. Et de nouveau, on retrouve ces moments où on voit la courbe monter très haut et très vite et redescendre tout aussi vite pour se stabiliser au niveau de la capacité au champ. Donc encore une fois, toute cette eau de pluie, elle, est allée au-delà des 30 cm. Et donc, si ma plante et mes racines n'étaient pas au-delà de 30 cm, et bien évidemment, c'est l'eau qui est perdue. D'où l'intérêt, entre autres, quand on fait un apport d'eau, de ne pas arriver sur ce type d'eau. Pierre-Henri, je te laisse nous parler maintenant des tensiomètres. Deuxième type de sondes qui sont disponibles pour accompagner, on va dire, dans le pilotage de l'irrigation, on va avoir des tensiomètres connectés. Alors la tensiométrie, le tensiomètre existe depuis longtemps dans le milieu agricole, notamment avec des sondes Watermark, comme il y a sur le tensiomètre Winat. L'avantage, comme je disais au départ, c'est d'avoir connecté, Winat a connecté le tensiomètre pour avoir de la donnée en temps réel
Il y avait des tensiomètres aussi, on pouvait lecture directe à l'époque, donc c'est-à-dire qu'on avait finalement l'information qu'au moment où on allait sur la parcelle. Là, aujourd'hui, ben, ça n'a plus rien à voir. On a la donnée tous les quarts d'heure sur le téléphone. Voilà. Donc, les données, l'agriculteur ouvre son téléphone, ouvre l'application et voit en temps réel sur ces différentes parcelles les tensions dans le sol. Alors, comment fonctionne un tensiomètre? Une tension, c'est vraiment la force que doit exercer la racine pour aller chercher l'eau dans le sol. Contrairement à la sonde capacitive où vraiment on était sur une mesure de la quantité d'eau dans le sol, en pourcentage à différents horizons. Là, le tensiomètre, lui, on va l'installer à la profondeur où on souhaite mesurer la tension. Donc la tension, c'est comme, moi j'ai souvent l'habitude de prendre cette image d'une éponge humide, la force que doit exercer la racine pour aller chercher l'eau dans le sol, comme une éponge humide, quand l'éponge est gorgée d'eau, finalement on n'a pas besoin de beaucoup forcer pour faire sortir l'eau de l'éponge. Donc là, les tensions sont basses. Par opposition, quand l'éponge sèche et qu'elle est presque sèche, finalement, on va exercer une force beaucoup plus importante pour faire sortir la dernière goutte. Et donc, c'est exactement ce que ressent une plante, on va dire, dans un sol, en fonction de sa quantité d'eau dans le sol. Et c'est exactement ce que mesure le tensiomètre. Il va simuler la force que doit exercer la racine pour aller chercher l'eau dans le sol. Donc, on va en installer à différentes profondeurs pour justement suivre un peu la tension, en fait, la disponibilité en eau pour la plante. Souvent, on va les mettre, alors ça dépend les cultures, mais si je prends des cas typiques de l'arboriculture, par exemple, on va souvent avoir l'habitude de mettre des tensiomètres à 2 profondeurs, notamment à 30 et 60, pour bien avoir une bonne vision finalement de la disponibilité en eau pour la plante. Donc, on a cette mesure-là en kilopascal, donc à l'endroit où est située la bougie, donc à la profondeur qu'on souhaite. On peut les installer de 15 à 30 et on a plusieurs dimensions, des 30, des 60, des 90 même, on peut descendre jusqu'à 90. Et on a également une notion de température. Donc, on aura la température au niveau juste au-dessus de la bougie. Sur l'application, quand on installe 2 tensiomètres à différentes profondeurs, on va pouvoir suivre justement donc, les tensions en temps réel, tous les quarts d'heure, en fonction, après une pluie, après une irrigation. On va pouvoir suivre aussi les consommations en eau de la plante et on va pouvoir voir la disponibilité en eau qui va évoluer tout au long de la saison directement sur l'application. Comme la sonde capacitive, en fonction du type de sol qui est renseigné sur sa parcelle, l'application va vous proposer des seuils qui sont prédéfinis, qui, en fonction si c'est sableux, si c'est limoneux, argileux, voilà, vous n'allez pas avoir les mêmes seuils, vous n'allez pas être en vigilance ou en stress au même niveau, et donc vous allez pouvoir déjà avoir des bases, des seuils qui sont prédéfinis. Ces seuils, pareil, ils sont légèrement adaptables, ils peuvent s'adapter si vous avez des types de sols qui sont un peu particuliers. Et vous allez pouvoir très vite voir sur l'application si vous êtes en vigilance, si vous êtes en confort, quand est-ce que vous allez devoir réirriguer. Toujours pareil, des seuils, des alertes sont disponibles sur les changements de seuil. Je vais laisser Romain qui va présenter un exemple d'utilisation de tensiomètre. Très bien, merci Pierre-Henri. Donc, l'objectif pour nous, là, c'était de vous présenter une autre situation qui est le goutte à goutte. Donc, c'est-à-dire que le système d'apport d'eau est complètement différent de l'aspersion où on va couvrir l'intégralité de la parcelle. En goutte à goutte, on va aller cibler, localiser l'apport d'eau. Et donc, comme on peut le voir ici, on va avoir un goutte à goutte au niveau du sol. Donc, il va avoir un point d'impact de l'eau et on va former ce qu'on appelle un bulbe. La grande question qu'on nous demande, que ce soit pour des tensiomètres ou des capacitives, c'est à quelle distance je dois positionner mon capteur par rapport à mon goutteur. Il n'y a pas spécialement de bonne réponse, puisque ça va dépendre de la nature du sol. Plus on va avoir un sol filtrant, par exemple dans des sables, moins
le bulbe va être important. Et à l'inverse, plus on va tirer sur des limons argileux, plus le bulbe sera gros et bien rond, comme on le voit ici sur la courbe, et donc plus on pourra s'éloigner. Mais globalement, on va souvent conseiller d'être entre 20 et 40-45 cm du goûteur. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est évidemment se mettre pile à l'aplomb du goûteur, puisqu'on est sinon dans une zone qui est tout le temps humide et on ne voit pas les variations. Comme le montre ce graphique, vous voyez, on a 3 tensiomètres, mais encore une fois, ça aurait pu être des capacitives. On a un tensiomètre rouge, un tensiomètre bleu, un tensiomètre vert. Et en fonction de la distance au goûteur, les valeurs mesurées vont être différentes. Et on retrouve ici les chroniques mesurées par mes différents tensiomètres en fonction de leur distance au goûteur. Donc, ce qui est important de regarder ici, c'est que vous voyez que la dynamique reste la même, bien que la valeur soit différente. Et ça, c'est important puisque en goutte à goutte, ce qui va vraiment nous permettre de piloter l'irrigation, c'est pas tant la valeur, c'est surtout la dynamique sur plusieurs jours. Est-ce que j'ai une dynamique à la baisse, auquel cas je mets trop d'eau? Est-ce que j'ai une dynamique à la hausse, auquel cas je ne mets pas assez d'eau, il faut que je rajoute soit des tours d'eau plus fréquents, soit des apports d'eau plus importants? Ou est-ce que j'ai une tendance sur plusieurs jours qui semble linéaire, auquel cas mon bulbe reste de la même taille et donc j'ai une irrigation optimisée? Je vous présente un exemple. Donc ici, on est toujours dans la Drôme, toujours dans un type de sol assez similaire, un peu plus argileux. Mais là, par contre, on est en arboriculture sur un système goutte à goutte où on va apporter de l'eau tous les 2 jours. Donc vous voyez sur les courbes que en vert, on a la courbe à 30 cm et en rose, on a la courbe à 60 cm. Donc vous voyez bien que les valeurs déjà sont différentes à un instant T. Mais par contre, la dynamique des courbes est identique, très proche. C'est-à-dire qu'on voit les variations, on voit les apports d'eau. Donc, on a une chute de la tensiométrie, la consommation, on a une hausse de la tensiométrie. Et vous voyez que dans cette situation, l'agriculteur, là, on vous présentait les données par agrégat heure par heure, mais on aurait pu vous présenter les données sur un agrégat journalier et on aurait vu que des toutes petites variations, mais une tendance qui reste toujours à peu près à la même valeur, qui reste stable. Et donc, on n'a pas un bulbe qui rétrécit, qui aurait été caractérisé par une tendance à la hausse, ou un bulbe qui s'agrandit, une surirrigation, où on aurait vu une tendance de la courbe à la baisse. Et donc, dans cette situation-là, on est dans un pilotage optimal de l'irrigation et de la gestion de son bulbe. Pierre-Henri, je te laisse nous parler de votre dernière solution qui est la sonde de fertigation. Ok, merci Romain. Hop. Donc voilà, la dernière sonde qui a été développée par Winat, notamment aussi pour le pilotage de l'irrigation, mais pas que, c'est la sonde de ferti-irrigation. Donc ça permet de s'attaquer à un nouveau contexte, notamment tout ce qui est culture hors sol, mais pas que, plantes en pot également. Donc cette sonde de ferti-irrigation, elle va mesurer 3 paramètres. Le pourcentage d'eau dans le sol, normal, l'électroconductivité et la température du sol aussi ou du substrat. C'est une donnée qui est envoyée aussi également tous les quarts d'heure, donc on va pouvoir l'installer facilement sous serre dans des cultures comme le concombre, la fraise hors sol, la tomate, mais également en pleine terre, hein, quand on est sous serre en pleine terre où on veut piloter un peu sa ferti-irrigation, eh ben, on peut également l'installer. En plante en pot aussi, en framboise par exemple, ça a été installé. Voilà des exemples de cultures où cette sonde de ferti-irrigation va avoir son intérêt. Je vais vous montrer. Hop. Donc, on va pouvoir suivre, comme je vous disais, en temps réel l'électroconductivité. C'est-à-dire l'agriculteur va pouvoir se poser la question à quelle teneur il est en EC dans son substrat. Suivre la teneur en eau, de pouvoir voir exactement le déclenchement des irrigations. Il va pouvoir voir finalement les pics, savoir si l'irrigation est bien démarrée, et aussi la température de son substrat. Donc on a sur l'application en bleu l'évolution de l'électroconductivité. Je vais mettre mon curseur, vous allez suivre. Donc il va pouvoir suivre tout au long de la journée et sur plusieurs jours l'évolution de l'électroconductivité dans son substrat ou dans le sol. Et en marron, la teneur en eau dans le substrat ou dans le sol.
on voit tous les pics. On a une bonne précision, une très bonne précision qui permet de voir finalement les déclenchements des irrigations. Donc, quand on est dans les structures hors sol, on a des déclenchements d'irrigation de quelques minutes, plusieurs fois dans la journée. Donc, on va pouvoir suivre directement les déclenchements. On va bien voir tous les pics des déclenchements des irrigations, ce qui permet très vite de voir si jamais, par exemple, quand on est absent le week-end ou autre, s'il y a un déclenchement qui ne s'est pas fait, s'il y a des goutteurs qui sont bouchés. Voilà, on peut se mettre des alertes sur des teneurs en EC et des teneurs en EC et en pourcentage d'eau dans le sol. Et donc, on va pouvoir vite se mettre des alertes si on descend en dessous d'une certaine valeur. Ou au contraire, en électroconductivité, on sait que dans certaines cultures, un EC trop importante peut engendrer des problèmes sur le système racinaire. Donc, on va pouvoir se mettre des alertes aussi si on a un EC qui est trop élevé. Donc, on va pouvoir être alerté et éviter finalement des erreurs et voir des valeurs, finalement sur la sonde avant de voir des problématiques sur la culture. Donc, ça, c'est très important. Et ça permet vraiment au producteur d'avoir un œil finalement ce qui se passe à l'intérieur de son substrat en temps réel. Alors, je parle souvent de substrat parce que c'est les premiers producteurs qui utilisent cette sonde de ferti-irrigation. C'est eux qui trouvent le plus grand intérêt. Le pilotage de l'électroconductivité de l'EC est toujours un peu technique quand on fait de la fraise hors sol, de la tomate ou du concombre. Et donc, ils aiment bien avoir en temps réel, finalement, ce qui se passe à l'intérieur de son substrat. En plus aussi de savoir la teneur en eau des pins qui permet de bien piloter l'irrigation pour être sûr d'apporter la bonne quantité d'eau aux plantes. Donc, comme je vous disais, cette sonde, elle est compatible en culture en pot, en substrat, sous serre ou en plein champ aussi également, même en pleine terre. Là, on voit une photo d'installation de cette sonde, notamment dans du concombre. Alors, ça doit être, si je ne dis pas de bêtises, je ne vois pas trop, mais ça peut être du coco ou ça peut être de la laine de roche. Souvent, on prend l'habitude, ce que je conseille de l'installation, c'est quand même d'insérer la sonde au cœur du substrat ou enterrer. C'est-à-dire, on peut l'enterrer jusqu'au fil, on va dire, il n'y a pas de souci, tout est étanche, tout le boîtier, on peut l'enterrer jusqu'au fil. Et ça permet vraiment la sonde de prendre finalement un volume, d'être au cœur du substrat ou au cœur du sol pour pouvoir avoir une bonne donnée et de bien mesurer la température, la teneur en eau et l'électroconductivité. Voilà un peu quelques explications sur cette nouvelle sonde de ferti-irrigation. Si vous avez des questions, je vais laisser Jacqueline reprendre la main et de voir si vous avez des questions. Merci messieurs pour votre présentation. Donc, comme Pierre-Henri vient de le dire, c'est le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la conversation. Alors, il y en a eu plusieurs pendant que vous parliez. On va donc commencer avec, je vais vous appeler par vos prénoms, excusez-moi, pour ne pas écorcher vos noms de famille. On va commencer avec celle de Valentin qui demande quel est le nombre de sondes implantées par hectare dans la parcelle. Je peux répondre à cette question. Oui. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse parce que vos parcelles, elles sont de tailles différentes, elles sont d'hétérogénéité de sols différentes. Vous avez des capacités à irriguer différentes, donc il n'y a pas forcément de bonne réponse. Classiquement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une sonde capacitive par parcelle et généralement pour les tensiomètres, on conseille de mettre un kit complet, c'est-à-dire 6 sondes à 30 et à 60 cm, évidemment en fonction de la profondeur, par parcelle. Après, la question se pose, c'est se dire, est-ce que je mets dans une parcelle 2 sondes ou 2 kits? Nous, la réponse qu'on apporte généralement, c'est se dire, à partir du moment où vous êtes en capacité humaine et technique d'apporter de manière différente de l'eau, oui, vous pouvez réfléchir à faire un investissement supplémentaire et donc à acheter une nouvelle sonde.
puisque avoir deux sondes, mais ne pas pouvoir différencier et piloter différemment son irrigation, ça n'a pas d'importance. Et donc, dans ces situations-là, on va conseiller une solution et de la mettre dans la zone la plus représentative de la parcelle. Parfait, merci Romain. La question suivante est celle de Yann qui nous dit: pour le choix du type de sol, il serait intéressant qu'il soit calqué comme dans les analyses de terre. Actuellement, nous ne pouvons rentrer toutes les données comme limon grossier, sable grossier, MO, etc., etc. Je vais aussi répondre à cette question. Donc, en effet, aujourd'hui, on a une vision, et je parle en tant que pédologue, une vision dans l'application simplifiée du sol où on ne caractérise le sol et les seuils et l'accompagnement qu'on va vous fournir uniquement sur la texture. Donc, les textures, répartition, limon, enfin, sable, limon, argile. En effet, on ne va pas déjà dans les sables fins, grossiers, pareil pour les limons, et on ne va pas rentrer des informations comme l'AMO ou le carbonate de calcium. C'est en effet, ces deux derniers points, c'est des choses qui sont des éléments structurants dans le sol, donc qui vont favoriser la structure du sol, et entre autres son aération, et donc son volume poral, donc sa capacité à retenir de l'eau. Par contre, comme le disait Pierre-Henri tout à l'heure, les seuils qu'on vous propose, qu'on appelle d'ailleurs seuils prédéfinis, donc ils sont prédéfinis par nature, vous pouvez les modifier en fonction de certains éléments comme ça. C'est-à-dire que vous allez observer sur le terrain que le seuil il est un peu trop haut, un peu trop bas, et dans l'application, vous allez les modifier. De la même manière, pour une même parcelle, un même sol qui aurait les mêmes caractéristiques physico-chimiques dans une analyse de sol, comme le disait Pierre-Henri, en fonction de son apport d'eau, et pour une même culture, pardon, en fonction de son apport d'eau et de son système d'apport d'eau, ses capacités à irriguer, ces seuils, on va pouvoir les modifier aussi pour pouvoir être alerté plus tôt, baisser le seuil, parce que mon tour d'eau, il est plus long. Donc, c'est en effet des éléments importants dans la dynamique de l'eau, mais qui sont minimes par rapport à l'ensemble des enjeux et des critères qu'il faut prendre dans le pilotage de l'irrigation. Très complet, merci beaucoup Romain. On a plusieurs questions sur la sonde de fertirrigation. Alors, on en a la première est de Laetitia qui nous demande si la sonde a un intérêt en culture pérenne. Alors, ce n'est pas un exemple qu'on a aujourd'hui. Elle n'a pas été installée, d'après moi, en culture pérenne. Et je pense quand même qu'il y aurait des limites sur cette sonde de fertirrigation à l'installer en culture pérenne. Notamment, alors ça va dépendre de quelle culture pérenne on parle, mais si on parle notamment de l'arboriculture, la sonde de fertirigation, c'est une sonde qui fonctionne, c'est une sonde capacitive, hein, mais qui va mesurer un volume, on va dire, de substrat ou de terre qui est plus limité qu'une sonde capacitive Winat avec 6 horizons. Et donc, le volume de sol prospecté par le système racinaire et par la sonde va être un peu disproportionné. Donc, je pense qu'il vaut mieux privilégier, quand on est en culture pérenne, une sonde classique, sonde justement pas de fertirigation, mais une sonde capacitive classique 6 horizons pour avoir vraiment plus de volume de sol mesuré. La sonde de fertirigation, on l'a donc bien sûr en hors-sol, culture en pot, mais aussi on a des exemples intéressants dans des cultures à faible enracinement, maraîchage, qui vont permettre de pouvoir suivre finalement la teneur en eau dans le sol, dans le système racinaire d'un légume, on va dire, à faible enracinement. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Henri. Je pense que la prochaine, tu pourras tout à fait y répondre également. On demande si, c'est une question de David qui demande si la sonde est à étalonner en fonction des substrats, que ce soit du terreau, du coco ou de la laine. C'est vrai que j'aurais pu préciser, donc c'est une très bonne question, merci. Un peu comme dans une sonde où on en renseigne son type de sol pour la tensiomètre et pour les capacitives, dans la sonde de fertirigation, on a aussi une case à remplir au moment du paramétrage on va demander son type de substrat et on va pouvoir justement bien définir si c'est terreau, coco, laine de roche, si c'est minéral. Et en fonction du substrat, effectivement, la sonde va s'adapter, elle va s'étalonner
pour avoir des bonnes valeurs. Donc, c'est tout à fait prévu, c'est dans l'application Winat, c'est déjà disponible. Vous avez, au moment où vous renseignez, finalement, vous installez votre sonde de fertilisation, vous allez renseigner votre culture, vous allez dire si vous êtes en pleine terre ou sous serre, et vous allez renseigner votre substrat, et ça va être pris en compte dans la valeur du résultat. Ok, merci. Je vais finir avec les questions sur la fertirrigation et je reviendrai à une autre question. Didier qui demande si nous connaissons la réserve utile du sol ou du substrat, est-ce qu'on on doit calibrer, on peut calibrer la sonde de fertirrigation afin d'avoir des données plus correctes? Ça rejoint un peu. Alors, c'est vrai que avec, on a des informations sur le substrat qui vont permettre d'adapter les valeurs qui sont mesurées par la sonde. Aujourd'hui, ça reste des grands types de substrats. On a des fois chez des producteurs des substrats qui peuvent être mixtes, hein. Il y en a qui font tourbe écorce, terreau, il y a même Voilà, donc il y a des substrats qui sont pas aussi simples, bien sûr, qu'il y a sur l'application. Néanmoins, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la valeur absolue, plus la dynamique finalement que la valeur absolue de la sonde. Effectivement, peut-être que si on a un substrat qui est un peu mixte, bah, au lieu d'avoir 42% d'humidité dans son substrat, bah, on est à 45. Au final, les 3% ne vont pas changer grand-chose quand on regarde, parce qu'on va plutôt regarder finalement la valeur en dynamique, voir les évolutions entre le matin avant d'avoir envoyé la première irrigation, à combien on est, le maximum de la journée après les irrigations et comment ça évolue sur 3-4 jours. Voilà. Et de voir cette dynamique finalement sur plusieurs jours permet vraiment de bien piloter l'irrigation, plus que dire finalement je suis qu'à 42 au lieu de 45. Voilà, donc c'est le substrat se paramètre au départ et après on va plutôt regarder en variation. Merci Pierre-Henri. Donc on va revenir à la question de Laetitia que je vais grouper avec celle de Geller. Alors Laetitia demande, c'est sur la vigne, à quand un bilan hydrique en vigne? Et Geller demande si les sondes tensiométriques sont adaptées avec des racines qui peuvent descendre très profondément. Alors, je veux bien répondre à cette question. Pour le bilan hydrique, donc Pierre-Henri tout à l'heure a présenté le projet Solvision. C'est des sujets qu'on travaille, hein, dans le cadre de ce projet-là. Et donc, l'ambition, c'est bien de pouvoir proposer un bilan hydrique sur les vignes. Mais aujourd'hui, c'est pas encore disponible. Par contre, il y a un certain nombre de nos partenaires qui, eux, ont des bilans hydriques spécifiques sur la vigne. Et pour la question de Geller, en effet, les sondes tensiométriques, comme le disait Pierre-Henri, elles vont s'arrêter, nous, au maximum, jusqu'à 90 cm. On sait parfois que clairement, la vigne peut aller chercher de l'eau au-delà. Donc, oui, elles sont adaptées quand il y a quand même un pilotage d'irrigation, parce que l'idée, quand on pilote l'irrigation en vigne, c'est quand même de réhumecter des zones raisonnable de sol, et donc ça va permettre de bien voir l'apport d'eau que l'on a fait. Par contre, en effet, une vigne, elle pourra toujours aller chercher de l'eau plus profondément, et là, le tensiomètre n'aura pas la capacité d'aller voir au-delà de 90 cm. Merci Romain. Il nous reste 2 questions pour l'instant. Donc la première, ce sera celle de Boisson, qui nous demande si on a des retours des sondes concernant des plantations d'arbres urbains. Ben, je peux répondre à cette question si tu veux. Alors, Winat développe des capteurs qui sont très orientés agricoles, mais au final, on a des exemples d'utilisation notamment de tensiomètres connectés, hein, dans des plantations d'arbres urbains. Le système est exactement le même. L'installation est peut-être un peu différente parce qu'en milieu urbain, pour protéger un peu les capteurs, il va falloir adapter un peu, mais ça se fait très bien. Et au final, on va pouvoir suivre la, la disponibilité en eau pour l'arbre au moment de son installation, pour pouvoir mieux, on va dire, piloter l'irrigation, les apports d'eau, hein. Les apports d'eau sont souvent en arbre urbain, quand ils sont installés, c'est souvent très manuel.
Donc, ça demande du temps humain. Il n'y a pas juste une vanne à ouvrir. Donc, de savoir un peu où on en est sur nos plantations d'arbres, ça peut être très intéressant et ça fonctionne exactement pareil, à la différence qu'un arbre en milieu urbain n'a pas vocation à produire. Donc, on est juste, l'objectif, c'est de bien faire que l'arbre se développe correctement, sans lui donner des stress excessifs, mais pas non plus dans un but de production. Donc, on peut, on va dire, aller un peu plus loin, on va dire, dans, dans la, on va dire, dans la vigilance par rapport à un arbre qui va produire des fruits. Voilà, mais ça se fait très bien. On a quand même pas mal d'exemples partout, un peu partout, pas partout en France, mais plutôt dans le sud, hein, de Lyon, de Marseille, de Montpellier, pas mal d'exemples de tensiomètres Winat qui sont installés en arbre urbain. Merci Pierre-Henri. Une question de Camille qui concerne les sondes, pour savoir si elles sont adaptées au pilotage de terrains de sport, par exemple pour le gazon. Je crois que Romain est un bon exemple là-dessus. Oui, en fait, alors la contrainte souvent en terrain de sport, après, quel est ce terrain de sport? Est-ce que c'est un green? Est-ce que c'est une pelouse d'un stade de foot? Généralement, c'est que bien évidemment, l'utilisateur ne veut pas voir dépasser d'antennes ou de boîtiers. Donc aujourd'hui, la seule sonde qui pourrait être utilisable, ça serait justement la sonde de fertigation qui est un fil plus ou moins long qu'on pourrait déporter. Mais en effet, l'antenne, le boîtier émetteur, même si on enterre la sonde, le fil, il resterait à quelques mètres malgré tout. Et donc, c'est quelque chose qui est limitant et qu'il faut accepter si on veut mettre ce type de solution. Mais Merci par Romain. contre, on avait déjà eu des tests en se disant, on sait très bien que ça dépasse, ça marche très bien, mais par contre, il faut lever cette contrainte. Merci. Dernière question de Vincent qui demande « Pas de capteur pour le pilotage d'Electrovan à ce jour ». À date, non, on n'a pas de capteur connecté d'Electrovan. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, messieurs. Merci Oui. pour votre présence. Pierre-Henri, Romain, merci pour votre animation. Je vous dis donc à très vite par email pour recevoir le replay et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.